Lors du mariage de ma fille, elle ne m'a pas laissé entrer, même si j'ai absolument tout payé. Cette phrase résonne dans mon esprit alors que je me tiens devant l'église Saint-Germain-des-Prés, l'une des plus anciennes églises de Paris. Mes mains tremblent, tenant une invitation sur laquelle ne figure pas mon nom. Le ciel printanier parisien, d'habitude si éblouissant, semble se moquer de ma douleur de son bleu parfait. J'ai 60 ans et je n'ai qu'une robe bleu marine que j'ai achetée spécialement pour ce jour, et un petit sac contenant le chèque final pour le buffet du mariage. Je m'appelle Elisabeth Moreau. J'ai travaillé comme infirmière à l'hôpital Saint-Antoine pendant plus de 30 ans, principalement sur le quart de nuit. J'ai élevé ma fille, Sophie, seule après que son père nous ait abandonnés alors qu'elle n'avait que 2 ans. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui, pas de carte d'anniversaire, pas de pension, rien qu'un vide que j'ai essayé de combler avec tout l'amour qu'une mère pouvait donner. L'agent de sécurité à la porte consulte à nouveau sa liste. Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas ici. J'ai des ordres stricts. Il doit y avoir une erreur, j'insiste, la voix tremblante. Je m'appelle Elisabeth Moreau, la mère de la mariée. Il évite mon regard. Il y a quelque chose dans ses yeux, de la pitié peut-être, qui me dit qu'il sait exactement qui je suis. Madame, j'ai des instructions précises. La liste a été personnellement approuvée par la mariée. Je serre le sac plus fort. À l'intérieur, outre le chèque, se trouve la dernière facture de mariage que j'ai payée hier, 85 000 €. Une somme qui représente des années d'heures supplémentaires, de repas simples et de vacances non prises. La robe de Sophie, une exclusivité Dior, coûte plus cher que ce que j'ai gagné en 6 mois. Les fleurs provenaient des meilleurs fleuristes de Paris. Le gâteau à 5 étages a été commandé auprès de la pâtisserie la plus renommée de la ville. S'il te plaît, ma voix se fissure, appelle-la. La cérémonie a commencé, madame. Je me sens étourdi. Les gens me dépassent, certains l'air curieux, d'autres détournant le regard, embarrassés. Je reconnais certains visages des amis de la famille, des collègues de Sophie au cabinet d'avocat où elle travaille. Personne ne s'arrête pour me parler. Il y a 3 mois, Sophie est venue dans mon petit appartement de Montmartre avec son fiancé, Alexandre, fils d'une famille parisienne traditionnelle possédant une fortune considérable dans l'immobilier. La tension existait entre nous depuis des années, mais ce jour-là, elle semblait presque cordiale. « Maman, nous nous marions en mai », annonça Sophie en exhibant une bague en diamant qui coûtait certainement plus cher que mon appartement. « Nous voulons quelque chose de traditionnel, d'élégant. » Dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Je me souviens avoir ressenti un mélange de joie et d'appréhension. Ma fille, si belle, si réussie, allait se marier. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur calculée. Bien sûr, ma chérie. Je suis si heureuse pour toi, répondis-je en la serrant dans mes bras, même si elle restait raide. Je t'aiderai avec tout ce dont tu as besoin. Alexandre sourit, sans montrer les dents. En fait, Madame Moreau, nous aimerions un mariage discret. Juste la famille la plus proche et quelques amis proches. Je comprends, répondis-je en sentant le premier nœud dans mon estomac. Mais bien sûr, je serai là. Sophie échange un regard avec Alexandre avant de dire, on discutera des détails plus tard, maman. Maintenant, il faut parler du budget. Et c'est comme ça que ça a commencé. Chaque appel téléphonique, chaque réunion était une question d'argent. Plus d'argent pour la salle de réception, pour les musiciens, pour le célèbre photographe. Jamais sur mon rôle dans le mariage. Quand j'essayais de poser des questions sur ma robe, sur la cérémonie, Sophie disait toujours, « Ne t'inquiète pas pour ça pour l'instant, maman. Il faut d'abord s'assurer que tout est parfait. » Parfait pour qui? Me voici maintenant, le soleil de Paris me réchauffant les épaules, tandis que j'entends, au loin, l'orgue commencer à jouer la marche nuptiale. J'imagine Sophie marchant dans le couloir, rayonnante, à côté du père d'Alexandre, un homme qui la connaît à peine, mais qui a le statut social approprié, pour l'instant. Un taxi passe lentement dans la rue. L'espace d'un instant,
Je pense à faire signe, à échapper à cette humiliation. Mais quelque chose me retient ici. Un besoin d'assister, même de l'extérieur, à ce moment. Et puis, une femme âgée s'approche de moi. Je la reconnais vaguement comme la grand-mère d'Alexandre. « Tu es la mère de Sophie, n'est-ce pas ?» demande-t-elle, sa voix douce mais ses yeux perçants. « Oui », je réponds en avalant la boule dans ma gorge. Elle m'observe un long moment avant de dire « Mon petit-fils a dit que tu ne pouvais pas venir. Que tu étais malade. » Un mensonge. Un de plus. Comme vous pouvez le voir, je vais bien, je réponds, essayant de préserver ma dignité. La dame hoche lentement la tête. Viens avec moi, dit-elle en tendant sa main ridée. Personne n'arrêtera Mathilde Delarue et son invité. J'hésite. Une partie de moi a envie de l'accepter, d'entrer triomphalement et d'affronter Sophie. Mais une autre partie, plus profonde, c'est que ce moment n'est pas celui d'une confrontation dramatique. Il s'agit de quelque chose de plus fondamental. Non, merci, Madame Delarue, je réponds enfin. Mais j'apprécie votre gentillesse. Elle a l'air surprise, mais hoche ensuite la tête avec respect. Vous avez plus de dignité que toute cette mascarade n'en mérite, dit-elle avant de se retourner pour entrer. Je reste immobile quelques minutes de plus, prenant pleinement conscience de ce qui se passe. Puis, avec un calme que je ne connaissais pas, j'ouvre mon sac à main, sors le chèque pour le buffet et le déchire lentement en morceaux. Ce n'est pas la fin, je pense, alors que les morceaux flottent sur le trottoir. Ce n'est que le début. Mes amis, imaginez avec moi. Après des décennies de travail, de sacrifices et de nuits blanches, être traité comme un étranger le jour le plus important de la vie de votre propre fille. Que feriez-vous? S'enfuirait-il en larmes? Accepterait-il leur sort? Ou trouverait-il un moyen de retrouver leur dignité? C'est mon histoire vraie, et je vous le promets, ce qui se passera ensuite changera complètement votre façon de voir les relations familiales. Si vous vous êtes déjà senti dévalorisé par ceux que vous aimez, ou si vous avez besoin de retrouver votre propre valeur, continuez à regarder. Parce que ce que j'ai découvert au cours de ce voyage n'était pas seulement une vengeance, c'était ma propre libération. Ne manquez pas le prochain chapitre. Cette histoire pourrait changer votre vie, tout comme elle a changé la mienne. Le taxi traverse les rues de Paris alors que je quitte l'église. Le conducteur, un homme d'âge moyen avec un accent du nord de la France, regarde mon visage dans le rétroviseur. « Mal jour, madame ?» demande-t-il doucement. « Une journée de révélation ?» répondis-je en regardant par la fenêtre les touristes insouciants traversant les ponts sur la Seine. Je lui demande de m'emmener au jardin du Luxembourg, où il emmenait Sophie quand elle était petite. J'ai besoin de réfléchir, de respirer, de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Alors que le taxi continue son chemin, mon esprit retourne au passé. Sophie a toujours été une enfant sérieuse et observatrice. Après que Pierre, son père, l'ait abandonnée, elle pleurait rarement ou faisait des crises de colère comme les autres enfants. Au lieu de cela, il a regardé. Il m'a regardé compter les pièces à la table de la cuisine, comment je m'endormais sur des livres d'infirmière en essayant d'améliorer mes qualifications pour gagner un peu plus. Notre appartement à Belleville était petit mais confortable. Je travaillais principalement de nuit à l'hôpital, laissant Sophie chez notre voisine, Madame Laurent, une gentille veuve qui la traitait comme une petite fille. Les matinées étaient à nous moi épuisées mais déterminées à être présentes, et Sophie avec ses livres et ses questions sérieuses. Quand Sophie avait 8 ans, j'ai reçu sa première plainte de l'école. Elle se mord la langue quand les autres enfants lui posent des questions sur son père, explique l'institutrice, Madame Benoît, en ajustant ses lunettes. Et hier, quand Lucille Dupont a montré les cadeaux qu'elle avait reçus de son père, Sophie a dit que son père était diplomate et qu'il était en mission secrète. J'ai senti mon visage brûler. Je vais lui parler. Ce soir-là, en préparant notre simple soupe, j'en ai parlé à Sophie. Pourquoi as-tu dit ça à propos de ton père, ma petite? Sophie continuait à dessiner, sans lever les yeux. Parce que c'est mieux que de dire qu'il ne voulait pas de nous.
Ces paroles, si directes, m'ont frappé comme un coup physique. Cette nuit-là, c'était la première fois que je pleurais devant elle. À mesure que Sophie grandissait, ses talents académiques devenaient de plus en plus évidents. Toujours première de sa classe, dotée d'une mémoire extraordinaire et d'une détermination farouche. J'ai travaillé des heures encore plus longues pour payer des cours particuliers d'anglais et d'allemand, sachant quelle langue serait importante pour son avenir. À l'âge de 16 ans, Sophie a commencé à changer. Il ne s'agissait pas seulement des transformations normales de l'adolescence, c'était quelque chose de plus profond, de plus calculé. Il a commencé à s'éloigner de nos traditions simples, les dimanches au marché, les dîners où nous partagions des histoires sur notre journée. Je suis invitée à passer le week-end dans la maison de campagne des parents de Juliette, annonça Sophie un vendredi. Juliette Laurent était une nouvelle amie de lycée, fille d'un chirurgien renommé. Mais c'est l'anniversaire de Madame Laurent dimanche, lui rappelai-je. Nous avons fait ce gâteau ensemble, tu te souviens? Elle comprendra, répondit Sophie en préparant déjà sa valise. C'est important pour moi de rencontrer les parents de Juliette. Son père a des relations universitaires. C'était le premier des nombreux week-ends que Sophie passait dans des maisons plus grandes, auprès de familles plus riches. Il est revenu avec des histoires de dîners sophistiqués, de bibliothèques privées, de conversations sur la politique et l'art. Et, de plus en plus, avec un regard critique sur notre petit appartement, nos vêtements achetés en solde, notre vie simple. Pourquoi n'essayons-nous pas quelque chose de différent aujourd'hui, maman? Suggère Sophie, 17 ans, en tenant un magazine de cuisine ouvert sur une recette complexe de bar sauce safran. Quelque chose de plus, raffiné? Le safran coûte presque une journée de travail, ma chérie, répondis-je en essayant de sourire. Mais nous pouvons essayer une version simplifiée. Sophie ferma le magazine en soupirant. Oublie ça. C'était juste une suggestion. Le véritable point de rupture survient lorsque Sophie, à 18 ans, est acceptée à Sciences Po pour étudier le droit. J'étais extatique, fière au-delà des mots. Elle avait réussi, malgré toutes les difficultés. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner spécial, rien d'extraordinaire, mais avec tout mon amour, du coq au vin, la recette de ma mère, avec un petit gâteau au chocolat en dessert. Sophie est arrivée plus tard que prévu, accompagnée d'une nouvelle amie, Emmanuelle, une fille élégante avec des perles autour du cou et un nom que j'ai reconnu provenant d'une grande banque française. Maman, j'espère que ça ne te dérange pas que j'ai amené Emmanuelle. Nous faisions la fête. La table était mise pour deux, avec nos meilleurs, et uniques, verres de vin. Bien sûr que non, ma chérie, répondis-je en cherchant rapidement une autre assiette, un autre service de couvert. Bienvenue, Emmanuelle. Pendant le dîner, alors que je servais le poulet, j'ai remarqué qu'Emmanuelle observait notre appartement, nos meubles simples, les rideaux que j'avais moi-même cousus. Il n'y avait aucun mépris dans son regard, juste, de la curiosité, comme quelqu'un observant une exposition de quelque chose d'exotique. « Est-ce que ta mère est infirmière ?» Emmanuelle a demandé à Sophie, après m'avoir entendu parler d'un patient. « Oui », répondit Sophie en buvant une gorgée de vin. Il y eut une pause, puis, avec une légèreté étudiée, mais mon père était professeur d'université. De littérature comparée. La fourchette s'est arrêtée en route vers ma bouche. Sophie n'avait jamais créé une histoire aussi élaborée sur Pierre auparavant, certainement pas devant moi. Sophie, commençai-je, mais elle m'interrompit avec un regard qui me fit instantanément taire. Il est mort quand j'étais petite, a-t-elle poursuivi à Emmanuelle. Un accident de voiture en Provence. Emmanuelle a murmuré ses condoléances et la conversation s'est poursuivie. Mais quelque chose s'était brisé en moi. Ce n'était pas seulement le mensonge, c'était la facilité avec laquelle Sophie me faisait taire, comme si j'étais un enfant sur le point de révéler un secret honteux. Après le départ d'Emmanuelle, j'ai confronté Sophie. « Pourquoi as-tu dit ça à propos de ton père ?» Sophie lavait les verres à vin avec minutie. « C'est plus simple comme ça, maman. Je ne veux pas qu'on me plaigne. » Mais c'est un mensonge, Sophie.
et ça m'a donné l'impression que j'étais complice de ce mensonge. Elle se retourna et se sécha les mains. Il y avait quelque chose de froid dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La vérité est que mon père nous a abandonnés parce qu'il ne voulait pas rester coincé dans une vie médiocre. Je préfère ma version. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Médiocre? C'est comme ça que tu vois notre vie? Sophie soupira, comme si elle expliquait quelque chose d'évident. Regarde autour de toi, maman. Nous survivons, nous ne vivons pas. Toujours à compter les centimes, toujours à nous contenter de moins. Je ne veux pas ça pour moi. J'ai fait tout ce que je pouvais. Commençai-je, ma voix s'éteignant. Je sais, répondit Sophie, son ton s'adoucissant légèrement. Et je l'apprécie. Mais maintenant, je dois créer mon propre chemin. Dans les années qui ont suivi, au fur et à mesure que Sophie progressait à Sciences Po puis rejoignait un prestigieux cabinet d'avocats, la distance entre nous s'est creusée. Elle venait rarement me rendre visite, toujours avec des excuses concernant le travail, les études, les engagements sociaux. Lorsque nous nous rencontrions, généralement dans des cafés neutres, plus jamais dans notre appartement, elle parlait de ses collègues, de ses voyages, de son nouveau monde, un monde dont je ne faisais pas partie. Et puis, il y a un an, elle a rencontré Alexandre Delarue lors d'un événement caritatif. Fils de l'une des familles les plus anciennes et les plus riches de Paris, il représentait tout ce que Sophie avait décidé de valoriser, le statut, la richesse, des relations sociales impeccables. Le taxi s'arrête à l'entrée du jardin du Luxembourg, interrompant mes souvenirs. Je paie le prix du billet et pars, sentant le soleil de mai sur mon visage. Je me promène dans les jardins immaculés, croisant des enfants qui jouent avec des petits bateaux dans le grand lac central, tout comme Sophie. Je trouve un banc vide et m'assois en regardant les touristes prendre des photos du palais du Luxembourg. C'est ici, dans ce jardin même, que Sophie m'a dit pour la première fois, un jour, je vais vivre dans un palais comme ça, maman. Elle n'avait que 7 ans. À l'époque, je lui ai embrassé les cheveux et je lui ai dit qu'elle pouvait être tout ce qu'elle voulait. Je n'avais pas réalisé que le prix de cette ambition serait moi-même. Le soleil commence à se coucher sur Paris alors que je continue de m'asseoir au jardin du Luxembourg. Je vérifie ma montre 17h45. À présent, la cérémonie devrait être terminée. Sophie et Alexandre sont probablement au Grand Palais, où aura lieu la réception, encore une dépense exorbitante de ma poche. Mon téléphone sonne. Il est le coordinateur du buffet. Madame Moreau? Nous avons un problème avec le paiement final. Le chèque n'est pas arrivé. Comme c'est étrange, je réponds, ressentant une satisfaction que je n'ai jamais connue auparavant. Je l'ai envoyé il y a quelques jours. Eh bien, nous ne l'avons pas reçu et nous avons besoin d'un paiement avant de servir le dîner. Je comprends. Quelle situation difficile, dis-je d'une voix calme. Je vous suggère de parler directement au marié. Je raccroche avant qu'il puisse protester. Ce n'est que le début. Je me lève et commence à marcher vers la scène. J'ai besoin de mouvement, volontairement. Ma prochaine destination est claire. 30 minutes plus tard, je me retrouve devant la Banque nationale de Paris, où j'ai mon compte depuis plus de 30 ans. J'entre et demande à parler à Monsieur Lefebvre, le gérant qui connaît ma situation financière mieux que quiconque. Madame Moreau, me salue-t-il en désignant une chaise dans son bureau. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois annuler certains paiements et apporter des modifications importantes à mon compte, explique-je en sortant un dossier de mon sac. À l'intérieur se trouvent tous les contrats, toutes les factures de mariage qui n'ont pas encore été payées. Monsieur Lefebvre ajuste ses lunettes pendant qu'il examine les documents. Cela représente une somme considérable, madame. En êtes-vous sûr? Absolument, je réponds d'une voix ferme. J'aimerais également transférer toutes mes économies sur un nouveau compte dans une autre banque. Il me regarde, surpris. Je vois. Cela pourrait être compliqué avec les paiements impayés. Les paiements ne seront plus nécessaires, j'explique. Il y a eu un changement de plan. 1 heure plus tard,
Je quitte la banque avec une étrange sensation de légèreté. 3 décennies d'épargne, près de 120 000 € initialement destinés à ma retraite puis redirigés vers le mariage de Sophie sont désormais protégés, hors de portée de tout engagement futur dans cette imposture. Mon téléphone sonne à nouveau. C'est Sophie. J'appuie sur le bouton pour rejeter l'appel. Quelques secondes plus tard, un SMS. Où est l'argent pour le buffet? Il menace d'annuler. Et le fleuriste a dit que tu avais annulé ton paiement pour les fleurs. Je ne réponds pas. Je marche jusqu'au métro et me dirige vers le nord de la ville, en direction de Montmartre. La lumière dorée du soir parisien baigne les rues étroites et escarpées du quartier alors que je monte vers la basilique du Sacré-Cœur. Assis sur les marches de la basilique, avec la vue sur Paris à mes pieds, une autre sorte de clarté commence à se former dans mon esprit. Cette journée qui était censée être une journée d'humiliation se transforme en quelque chose de différent, un tournant, un moment de libération. Mon téléphone sonne sans arrêt. Sophie. Alexandre. Des numéros inconnus qui, je suppose, sont des fournisseurs de mariage. J'éteins l'appareil. La nuit tombe sur Paris et les lumières de la ville commencent à briller comme des étoiles terrestres. Je descends lentement les escaliers de Montmartre, m'arrêtant dans un petit café que j'ai toujours aimé. Un café, s'il vous plaît, je demande à la serveuse qui sourit et m'apporte rapidement ma commande. Pendant que je sirote un café fort, une femme est assise à la table voisine. Je la reconnais immédiatement, Madame Laurent, notre ancienne voisine de Belleville, aujourd'hui octogénaire. Elisabeth? Appelle-t-elle en se penchant pour mieux me regarder. Elisabeth Moreau, c'est toi? Madame Laurent, je réponds, vraiment heureux de la voir. Quelle merveilleuse surprise. Elle s'approche de ma table, les yeux brillants d'affection. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'était le mariage de Sophie. Je ne devrais pas être là? La question, si innocente, si directe, me fait presque rire. C'est une histoire compliquée, je réponds en lui offrant une gorgée de mon café, comme on le faisait autrefois quand elle s'occupait de Sophie. Les meilleures histoires le sont toujours, répond-elle en acceptant la coupe. Je ne sais pas si c'était sa présence réconfortante ou simplement le besoin de partager mon fardeau, mais je me retrouve à tout raconter à Madame Laurent, le mariage extravagant, les exigences financières, l'exclusion, l'humiliation à la porte de l'église et mes représailles silencieuses. Quand j'aurai fini, je m'attends à voir du choc ou de la désapprobation sur son visage. Au lieu de cela, je vois de la compréhension. Tu sais, dit-elle, sa voix douce par la sagesse de l'âge, j'ai toujours su que Sophie avait un vide que toi, malgré tout ton amour, ne pouvais pas combler. Ce n'est pas de ta faute, chérie. Certaines blessures sont trop profondes. Mais exclure ta propre mère du mariage? Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai sacrifié? Madame Laurent soupire. Tu te souviens quand Sophie avait 10 ans et qu'elle a gagné ce concours de rédaction à l'école? J'acquiesce, confus par le changement de sujet. Elle a écrit sur une princesse qui vivait dans une humble hutte et a découvert qu'elle était en fait la fille d'un roi. Vous vous souvenez? Oui, je réponds lentement. L'enseignante a été impressionnée par son imagination. Ce n'était pas de l'imagination, Elisabeth. C'était du désir. Sophie a toujours cru qu'elle méritait plus que la vie que tu pouvais offrir. Non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'elle n'a jamais accepté la réalité de qui elle était vraiment. Les paroles de Madame Laurent touchent quelque chose de profond en moi, une vérité que j'ai peut-être toujours connue mais que je n'ai jamais admise. Que dois-je faire maintenant? Je demande, me sentant soudain vulnérable, comme si les rôles étaient inversés et que je suis à nouveau la jeune mère célibataire qui demande conseil. Maintenant, répond Madame Laurent en prenant mes mains dans les siennes, tu vis pour toi, ma chérie. Toutes ces années, tu as vécu pour Sophie. Il est temps de découvrir qui est Elisabeth Moreau quand elle n'est pas seulement la mère de Sophie. Point. À ce moment, mon téléphone, qui s'était rallumé, sonne. C'est Sophie. En jetant un coup d'œil à Madame Laurent, je réponds. Maman. La voix de Sophie est tremblante, entre colère et panique.
Qu'avez-vous fait? Le buffet a été annulé. Les fleurs n'ont pas été livrées. Tout est gâché. Pendant un instant, je ressens un sentiment de culpabilité. Mais ensuite je me souviens de la porte fermée de l'église, de mon nom absent de la liste des invités. Comment se passe ton mariage, Sophie? Je demande, ma voix calme. Comme ça, elle crie. Ça s'effondre. Les parents d'Alexandre sont furieux. Tout le monde se demande ce qui se passe. Non, Sophie. Je t'ai demandé comment se passait ton mariage sans ta mère. Celle qui a tout payé, qui a tout sacrifié. C'est le silence à l'autre bout du fil. Maman, nous n'avons pas le temps pour ça en ce moment. J'ai besoin que tu résolves cette situation immédiatement. Non, Sophie. Je ne vais rien arranger. En fait, j'ai pris une décision. Tout l'argent qui restait pour ton mariage, le buffet, les fleurs, l'orchestre, le photographe a été redirigé vers moi. Tu ne peux pas faire ça, sa voix est un pur choc. C'est mon mariage. Oui, c'est ton mariage. Le tien, pas le mien. Tu l'as dit clairement quand tu ne m'as pas permis d'entrer dans l'église. Quand tu as effacé mon existence de ta vie parfaite. Alors maintenant tu vas devoir trouver un autre moyen de payer pour cela. Les parents d'Alexandre ne me pardonneront jamais cette humiliation, murmure Sophie. Peut-être qu'il est temps d'être honnête avec eux, alors, je réponds. De qui tu es vraiment? D'où tu viens vraiment? De la mère infirmière qui a tout sacrifié pour que tu puisses prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Tu me punis parce que tu es jaloux, accuse Sophie d'une voix aiguë. Tu as toujours été jaloux que je puisse échapper à la vie médiocre que tu as choisie. Ces mots devraient me blesser, mais curieusement, ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, je les vois tels qu'ils sont réellement, les défenses désespérées d'une femme qui a construit son identité en rejetant ses propres racines. Non, ma fille. Je ne suis pas jaloux. Je suis désolé. Parce que tu as troqué le véritable amour contre les apparences. Et un jour, quand les apparences échouent et elles échouent toujours, que restera-t-il? Maman. La voix de Sophie s'éteint, et pendant un instant, j'entends un écho de la fille qu'elle était autrefois. Au revoir Sophie. J'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous cherchez. Je raccroche et regarde Madame Laurent qui sourit d'un air approbateur. Et maintenant, demande-t-elle. Je respire profondément, ressentant l'air nocturne de Paris, la ville que j'ai toujours aimée, la ville qui a toujours été ma véritable maison. Maintenant, je réponds, je commence à vivre. 3 mois se sont écoulés depuis le jour du mariage. Paris est en plein été et les Parisiens qui n'ont pas fui vers le sud affluent vers les cafés et les parcs, à la recherche d'une brise rafraîchissante. Je suis assis à la terrasse d'un petit café du Marais, j'attends. Mon apparence a changé depuis ce jour de mai. Mes cheveux, autrefois toujours attachés en un chignon sévère, tombent désormais en douces vagues autour de mes épaules, une nouvelle nuance de brun doré. Je porte une robe simple mais élégante que je n'aurais jamais achetée auparavant. Sur la table devant moi se trouve une enveloppe et une petite boîte enveloppée de papier bleu. Je regarde l'heure, 14h55. Elle était toujours ponctuelle. À 15h précises, je vois Sophie entrer dans le café. Elle est plus mince et il y a une tension sur son visage qui n'était pas là auparavant. Ses yeux me trouvent et pendant un instant, il hésite. Puis il redresse les épaules et se dirige vers ma table. « Bonjour, maman », dit-elle formellement en embrassant l'air près de mes joues, le salut qu'on ferait à une connaissance, pas à une mère. « Bonjour Sophie. Merci d'être venue. » Elle s'assoit et décline d'un geste mon offre de café. Il y a un silence inconfortable entre nous, rempli uniquement par les bruits de la vie parisienne autour de nous. « Tu as l'air différent », observe-t-il finalement. « Oui », je réponds simplement. Je ne développe pas. Je l'ai laissé absorber les changements pas seulement physiques, mais plus profonds. « Comment va Alexandre ?» Je demande en gardant ma voix neutre. Un bref éclair de quelque chose de la douleur? Colère? Traverse le visage de Sophie. Il va bien.
Occupés par le travail. Et le mariage? J'ai entendu dire qu'ils avaient réussi à résoudre les revers. Sophie grimace. Les parents d'Alexandre sont intervenus. Ils ont fini par tout payer. Et qu'ont-ils ressenti à ce sujet? Elle regarde ses mains parfaitement manucurées. Comme vous pouvez l'imaginer. Ce n'était pas agréable. J'acquiesce, sans sympathie ni jugement. Pourquoi as-tu demandé à me rencontrer, maman? Demande enfin Sophie en levant les yeux. Si tu continues à me punir. Je ne suis pas là pour te punir, Sophie, je l'interromps doucement. Ce jour-là, c'était pour moi de finalement défendre ma propre dignité. Aujourd'hui, c'est la fin. Je pousse l'enveloppe vers lui. Ouvre-le. Avec hésitation, Sophie prend l'enveloppe et l'ouvre. À l'intérieur se trouve un acte, celui de mon appartement à Montmartre. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle, confuse. J'ai transféré l'appartement à votre nom, j'explique. Ce n'est pas grave, mais cela a de la valeur. Peut-être pas la valeur que tu attendais de ta mère, mais c'est tout ce que j'ai. Sophie regarde le document, perplexe. Mais, où vas-tu vivre? Je souris. C'est ça qui est intéressant. J'ai acheté une petite maison à Antibes. Sophie cligne des yeux de surprise. Antibes? Dans le sud? Oui. J'ai toujours rêvé de vivre près de la mer. Aujourd'hui, à 60 ans, je réalise enfin ce rêve. Mais, ton travail? L'hôpital? J'ai pris ma retraite, je réponds en prenant une gorgée de mon café. 35 ans de service ont suffi. Maintenant, je vais peindre, lire, nager dans la Méditerranée. Toutes ces choses que j'ai reportées pendant que je construisais ma vie. Sophie a l'air vraiment abasourdie. Il m'a toujours considérée comme sa mère, une femme dont le seul but était de répondre à ses besoins. L'idée que j'ai mes propres rêves, une identité au-delà de la maternité, semble la déstabiliser. Et ça, je continue en poussant la petite boîte bleue vers lui, c'est plus personnel. Sophie ouvre la boîte avec les doigts tremblants. À l'intérieur se trouve une broche antique en argent en forme de fleur, le seul héritage de ma propre mère. Ta grand-mère portait ça le jour de son mariage, j'explique. Et moi dans le mien. J'aurais aimé que tu l'aies dans le tien, mais... Ce n'était pas là, ajoute Sophie, la voix à peine audible. Non, je ne l'étais pas. Elle tient la broche comme s'il s'agissait d'un objet précieux et fragile. Pourquoi me donnes-tu ces choses maintenant? Après tout ce qui s'est passé? Je prends une profonde inspiration, organisant soigneusement mes prochains mots. Parce que j'ai besoin de me libérer, Sophie. Des attentes, des blessures, d'un passé que je ne peux pas changer. Et toi aussi, tu en as besoin. Je ne comprends pas. Pendant des années, j'ai vécu comme ta mère. Chaque décision, chaque sacrifice était pour toi. Et toi, tu as vécu en réaction à moi. En essayant d'échapper à ce que je représentais, la vie que nous menions. Sophie ouvre la bouche pour protester, puis la referme, reconnaissant la vérité dans mes paroles. Ce qui s'est passé au mariage était horrible, je continue. Cela m'a fait plus mal que je ne peux l'exprimer. Mais cela m'a aussi montré que nous devons tous les deux avancer. Moi, vivre enfin ma propre vie. Et toi, arrêter de définir la vôtre par opposition à la mienne. Les larmes commencent à couler dans les yeux de Sophie. Un spectacle rare, ma fille contrôlée, toujours aussi soucieuse de son image publique. Les parents d'Alexandre me parlent à peine maintenant, avoue-t-elle, la voix brisée. Ils pensent que j'ai tout planifié, en utilisant leur argent pour le mariage. Alexandre est différent. Distant. Je pense qu'il commence à se demander qui s'est vraiment marié. Je ne ressens aucune joie dans ta douleur. Juste une triste confirmation de ce que j'ai toujours craint, que le château de cartes que Sophie s'est construit ne puisse pas résister à la vérité sur ses origines. Et qui a-t-il épousé, Sophie? Elle me regarde, ses yeux révélant une vulnérabilité que je n'ai pas vue depuis que je suis enfant. Je ne sais plus, murmure-t-elle.
J'ai passé tellement de temps à essayer d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un digne de ce monde. Et est-ce que ça valait le coup? Je demande doucement. Ce n'est pas une accusation, juste une vraie question. Sophie reste un long moment silencieuse, faisant tournoyer la broche entre ses doigts. Je le pensais, répond-il finalement. Quand j'ai rencontré Alexandre, quand je suis entré dans ce monde, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. Comme si toute ma vie n'avait été qu'une préparation à ce moment-là. Elle fait une pause, déglutissant difficilement. Mais depuis le mariage, depuis ce jour, c'est différent. C'est comme si j'agissais constamment, toujours sur mes gardes pour ne pas me tromper, pour ne pas trop en révéler. C'est épuisant. Et maintenant? Sophie soupire profondément. Je ne sais pas. Alexandre souhaite que j'arrête de travailler, que je me consacre à des événements caritatifs, que je tisse des liens pour l'entreprise familiale. Mais mon travail d'avocat est la seule chose que j'ai vraiment accomplie grâce à mon propre mérite. Je réfléchis à ces paroles, voyant pour la première fois depuis des années la vraie Sophie, non pas la construction sociale qu'elle est devenue, mais la fille déterminée et intelligente que j'ai toujours admirée. Tu sais, dis-je pensivement, quand tu étais petite, tu disais que tu voulais changer le monde. Que tu voulais défendre les gens qui ne pouvaient pas se défendre. Une ombre de reconnaissance passe sur le visage de Sophie. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai cru en toi. Je le fais toujours. Sophie regarde à nouveau la broche, puis l'acte de propriété de l'appartement. Pourquoi fais-tu ça, maman? Après la façon dont je t'ai traitée. Parce que tu es ma fille, je réponds simplement. Et parce que je ne veux pas qu'aucun d'entre nous vive dans l'ombre de ce jour. Tu as fait un choix terrible, Sophie. Et j'ai répondu avec une vengeance qui, bien que justifiée, n'apporte la paix à aucun de nous. Une larme coule sur le visage de Sophie et elle l'essuie rapidement. Je suis désolée, maman. Je le suis vraiment. Pour la porte de l'église, pour tous les mensonges, pour... Sa voix s'arrête. Pour avoir essayé d'effacer qui tu es vraiment? Elle hoche la tête, incapable de parler. Je ne peux pas dire que je t'ai complètement pardonné, j'avoue. Mais je suis en route. Et je veux que tu retrouves aussi ton chemin vers toi-même. Pas la version que tu as créée pour plaire aux autres, mais la vraie Sophie. Le serveur passe et je commande 2 coupes de champagne. Quand ils arrivent, je lève mon verre. Vers un nouveau départ, je propose. Sophie hésite, puis lève à son tour son verre. Vers un nouveau départ, répète-t-il, sa voix gagnant un peu en force. Nous avons bu en silence, en regardant défiler les Parisiens, chacun absorbé par sa propre histoire. Sophie remet soigneusement la broche dans la boîte. Puis-je te rendre visite, demande-t-elle, me surprenant. À Antibes? J'aimerais ça, je réponds honnêtement. Lorsque nous nous disons au revoir 1 heure plus tard, il n'y a pas de grandes promesses, pas de déclaration spectaculaire de changement. Juste un câlin bref mais réel et la compréhension silencieuse que le chemin à parcourir sera difficile, mais peut-être, juste peut-être, pouvons-nous tous les deux retrouver quelque chose que nous avons perdu il y a si longtemps, l'authenticité. En marchant dans les rues de Paris en direction de la gare, je ressens une légèreté que je n'ai pas connue depuis des décennies. Demain je pars pour Antibes, dans ma nouvelle maison face à la mer. Je ne prendrai pas grand-chose de mon ancienne vie, juste quelques vêtements, livres et photographies sélectionnées. Le reste de l'argent que j'ai récupéré du mariage, l'argent que j'avais initialement économisé pour la retraite est désormais investi dans un petit atelier de peinture que je prévois d'ouvrir près du port. Un rêve que j'ai enfoui si profondément que j'en ai presque oublié son existence. Dans le train vers le sud, j'ouvre mon carnet de croquis et commence à dessiner. Au début, ce n'est que le contour de la côte méditerranéenne que j'ai vu en photo. Mais peu à peu, le dessin se transforme en quelque chose de plus personnel, une femme de 60 ans, debout au bord de la mer, les bras ouverts vers l'horizon infini. Cette femme n'est pas seulement une mère, ni une infirmière, ni une victime de trahison. Elle, c'est Elisabeth Moreau, enfin libre d'écrire sa propre histoire.
Et alors que le train se dirige vers le sud, vers la mer bleue et le ciel ouvert, je sais que peu importe ce qui arrive à Sophie, quelle que soit notre future relation, j'ai accompli quelque chose de précieux, j'ai retrouvé ma voie. Parce que le véritable retour n'était pas un bilan dramatique ou une vengeance brutale. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris que ma vie a de la valeur en soi, pas seulement comme un tremplin vers les ambitions de quelqu'un d'autre, ni comme un sacrifice sur l'autel de la maternité. Lors du mariage de ma fille, elle ne m'a pas laissé entrer, même si j'avais absolument tout payé. Mais ce jour-là, j'ai trouvé la porte de ma propre liberté. Et cela, j'ai découvert, n'a pas de prix. En partageant mon voyage avec vous, j'ai ouvert mon cœur et revécu des moments qui ont transformé ma vie à jamais. Et maintenant, j'aimerais aussi entendre votre cœur. Qu'est-ce que cette histoire a réveillé en vous? Avez-vous déjà eu besoin de retrouver votre dignité et de redécouvrir votre valeur? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer ensemble cette conversation sur les nouveaux départs, l'amour de soi et le courage de dire « Maintenant c'est mon tour ». Après tout, il n'est jamais trop tard pour réécrire notre histoire. À la prochaine rencontre, avec affection.